Voici l'épisode de 348 des Techno avec comme chroniqueurs cette semaine Thierry et Xavier. Bonjour messieurs, ils ont épinglé quelques infos. Ils ont épinglé, oui ça je m'y attends. Ils ont donc épinglé quelques infos techno qui constituent notre revue de presse hebdomadaire au rythme de notre abécédaire comme toujours. Au sommaire, il y a des idées pour s'amuser en bricolant, par exemple en fabriquant un robot tondeuse à gazon ou encore en récupérant des satellites proches du déclin. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aussi faire comme Elon Musk et entrer dans le capital d'un réseau social. Ça aussi, c'est un peu du bricolage. On jettera aussi un coup d'œil sur les protections anti-harcèlement des AirTags d'Apple, efficaces ou pas, c'est ce qu'on verra. Le navigateur Opera intègre un VPN, le pourquoi du comment dans quelques instants. Et puisque on a un Suisse dans l'équipe cette semaine, on va parler de fromage, non, de chocolat, non plus, de banque privée. Pas plus, on va parler d'horlogerie. Voilà, c'est ça, d'horlogerie. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno. Merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Merci à Xavier de s'étrangler pendant que je fais la présentation. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous allez bien tous les deux ? Mais je vais super bien, je suis très content d'être à nouveau dans les technos. Alors je vois que mon Aurélien chéri a un petit peu changé, voilà, donc je vais faire avec, mais je t'aime quand même Xavier. Hein, mais voilà. Je suis pour expliquer à ceux qui très content de te retrouver Marc. Hein. Oui, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a un agenda, que l'agenda a été un petit peu transformé, que Thierry s'attendait à avoir en face de lui Aurélien et que c'est Xavier qui le retrouve. Voilà. Et d'ailleurs, je remercie Aurélien qui m'a remplacé. Un petit peu au dernier moment à l'improviste sur l'avant-dernier épisode. Oui, voilà, comme ça vous savez tout, hein, popote interne. C'est la raison pour laquelle je ne fais plus de off. Vous savez, le podcast techno, le off, parce que finalement, on dit tout dans un épisode classique des technos. Épisode classique, pourquoi ? Parce que vous le savez, après, il y a toujours un petit rabiot en plus, le bonus que vous retrouvez un petit peu plus tard dans la semaine. Le petit bonus, c'est un truc en plus, en 15 minutes, on fait un tour d'une autre actualité avec un peu plus de peps, puisque c'est un peu plus serré. Et d'ailleurs, à propos de peps, on va pas traîner parce qu'il y a des choses à dire et le programme commence tout de suite. Voilà. Avec Thierry, on parle toujours de choses un peu différentes. B comme Breaking Bad, Thierry. Quand Walter White débarque en France, c'est quoi cette histoire ? Alors, il faut rappeler Breaking Bad, machin, ça, tout le monde ne regarde pas la télévision. C'est le gars qui ressemble à Thierry, mais avec un bouc. Oui, voilà, exactement. T'as tout juste, Xavier, c'est exactement ça. Très souvent, dès que je mets un chapeau, on me prend pour Walter White, et donc du coup, je me suis dit, je vais rendre honneur à ce Français de Rouen qui ressemble beaucoup plus à l'acteur qui incarnait effectivement Walter White ou Heisenberg, puisqu'effectivement c'est son nom de scène hein, dans la série, une série qui nous manque hein, puisqu'elle date déjà un petit peu et je suis tombé là-dessus, c'est une petite news sympa, petite gentillette, histoire de parler de choses qui nous changent les idées, qui nous font sourire, puisque je suis accro à TikTok, j'imagine plein de choses, hein, dans le sens où moi aussi j'ai très envie de produire du contenu, et il y a ce gars à Rouen qui lui, alors il a tout pour plaire, hein. On raconte qu'il a plus de quasiment plus d'1 million d'abonnés, voilà, sur son compte TikTok. Alors c'est bluffant parce qu'effectivement il a la petite barbichette, il a pris le plaisir à mettre exactement les mêmes lunettes, et puis quand il se met en scène dans des scènes de tous les jours, eh bien il a carrément mis la main sur les costumes, hein, vous savez la fameuse combi jaune, le masque pour se protéger des inhalations des amphètes ou de la meth, puisqu'effectivement c'est ce qu'il fabrique comme drogue dans la série. Alors ne prenez pas de drogue, c'est mal, surtout s'il n'y en a plus assez. Mais plus sérieusement, effectivement, je trouve ça génial de pouvoir continuer à créer sur un réseau social. Moi, TikTok me fascine parce qu'en fait, il y a
pléthore de belles choses. Alors il y a aussi de la M, hein, on doit être franc avec nous-mêmes, mais il y a pléthore de créatifs, de gens vraiment ingénieux, et ce gars, moi, me fait poiler parce qu'il se met en scène avec des petites scénettes comme ça très courtes, hein, c'est le format de TikTok. Donc c'est la copie conforme de Bryan Cranston, le comédien qui incarne Walter White, et il a un compte, si jamais, je vais vous donner le nom exact, il se fait appeler de Heisenberg Variant. Voilà, si jamais vous voulez vous aussi suivre ses aventures, c'est bluffant. Voilà, c'était une petite news sympa pour un petit peu parler de TikTok. Oui, parce que c'est un réseau qui m'intéresse de plus en plus. Ça, tu l'as bien dit. Je pense qu'on a tous bien compris. mais cet homme est un enfant à l'intérieur de lui. Oui. Juste une petite digression. Quand on fait un embed de TikTok dans une page web, on doit systématiquement par embed, il faut accepter le cookie de TikTok. C'est quand même très particulier. C'est bien casse-pied. Ouais, c'est bien casse-pied, c'est bien mal foutu, voilà, c'est bien dans l'esprit TikTok. Donc voilà, autant vous dire que je ne partage pas l'avis de notre ami concernant TikTok, mais bon, ça je suis pas obligé. Si vous avez un avis concernant TikTok, allez-y, n'hésitez pas à le partager, mais pas sur TikTok. Lâchez-vous ou suivez-moi sur TikTok. Voilà. Ou suivez Thierry sur TikTok. Qu'en pense Xavier de son côté? Écoute, je résiste encore, je n'ai pas encore de compte TikTok. Alors bien sûr, j'ai déjà été contaminé par des vidéos embed dans d'autres sites, donc des vidéos intégrées à d'autres sites où on voit des petits scénarios TikTok. Bon, il y a je connais bien le principe, hein, il y a les shorts sur YouTube, etc. Mais j'avoue que j'essaye de plus m'inscrire sur les réseaux sociaux parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'ai déjà les plus connus et je me limite à ça pour le moment. Les trucs de vieux, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je suis sur les réseaux sociaux de vieux, c'est ça. On peut dire ça. Mais non, mais c'est vrai que, enfin voilà, ceci étant dit, moi j'ai réinstallé, je rigole, mais j'ai réinstallé TikTok sur mon téléphone portatif pour un peu garder un œil dessus quand même, pour voir, voilà. Il n'est pas dit que je n'irai pas de temps en temps publier l'une ou l'autre couillonnade sur TikTok, mais il y a quand même, enfin il y a un problème philosophique chez TikTok qui me dérange encore plus que dans les autres réseaux de Mark Zuckerberg par exemple, sur la manière dont par exemple les plus jeunes ne sont pas protégés de certaines images, etc. Avec ce qui se passe dans le monde actuellement, je pense que c'est aussi on y voit des choses qu'on nous montre à juste titre pas à la télévision, ou alors que l'on floute très très fort. Là, c'est pas flouté, voilà, c'est du tout à l'égout, j'ai envie de dire, et donc ça c'est très gênant. Donc voilà. Et cette partie-là, elle est un peu effectivement touchy. C'est une grosse partie aujourd'hui. Enfin, après on dira, ouais mais toi tu vois ça parce que tu as regardé. Ah bah oui, c'est malin. Alors moi je vous invite, je vais faire un peu de teasing. Je vous invite à suivre le bonus de cet épisode. On va reparler effectivement de la création de contenu. C'est un petit peu pour ça que je mets celle-ci en premier, parce qu'effectivement on va parler des algorithmes, on va parler de les avantages, les inconvénients de ces réseaux qui nous poussent ou pas à faire du contenu de qualité ou pas. Et puis je te donne en partie raison, effectivement, TikTok c'est discutable, mais en ayant passé un peu de temps à bosser sur l'algorithme, à un petit peu le triquer comme ça, je me suis aperçu qu'on peut tomber sur de belles pépites ou des contenus intelligents. Il y en a un peu moins, c'est vrai, que des danses à la con devant sa caméra. Et là, du coup, tu donnes raison à Xavier quand il dit que c'est chronophage. Effectivement, ça l'est. Oui, s'il faut chercher les et puis toutes ces vidéos de petits chats, moi, ça me donne faim. Donc Merci Xavier pour cet aveu. Voilà, ça c'est Xavier, il va garder la parole et lâche le petit chat. C'était Alf qui mangeait. C'est Alf, petit chat. Le petit chat. Je vais faire un sandwich au petit chat. Espace, justement. On prend de la hauteur quand des chercheurs s'amusent avec des satellites. Donc des chercheurs s'amusent à détourner des satellites qui sont en fin de vie.
Oui, alors ils ont détourné, mais avec autorisation. Donc en fait, ce sont des chercheurs qui ont fait des recherches sur la sécurité des satellites qui sont en fin de vie, et donc qui sont plus utilisés, mais qui sont encore fonctionnels. Alors ces chercheurs qui sont basés à Washington ont reçu l'autorisation, donc ce ne sont pas des hackers au sens premier comme on l'entend. Ce sont des chercheurs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser un satellite canadien qui a été lancé en 2005 et qui était prévu pour fonctionner pendant 15 ans. Alors donc tous ces services fonctionnels ont été transférés vers d'autres satellites, mais il n'a pas encore rejoint son orbite cimetière. Donc on sait qu'il y a des orbites qui sont là pour simplement récupérer tout le matériel qui est voué à rester en orbite tout un temps, ou bien dans des orbites qui vont en fait les mener à se désintégrer en rentrant dans l'atmosphère. Ici c'est pas encore le cas, et donc grâce à une licence de liaison montante avec un accès au transpondeur donc qui permet la localisation également du satellite et un matériel de communication qui est dédié au satellite. Les chercheurs ont fait un stream d'une conférence, en l'occurrence c'était une conférence sur la sécurité Tourcon, qui était à San Diego, et ils ont diffusé ça sous forme d'un stream sur une grande partie d'Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette news, c'est qu'en fait, ces satellites de diffusion, ils sont conçus pour être fiables, pour être résistants, mais généralement, ils disposent d'aucun moyen de contrôle et ils se contentent d'amplifier un signal qu'ils reçoivent. Donc, en gros, si on peut localiser un satellite qui est assez peu utilisé ou qui est plus du tout utilisé, et qu'on dispose du matériel qui permettrait d'envoyer un signal vers ce satellite, eh bien, ça suffirait pour pouvoir le rediffuser sur la Terre et donc le diffuser à grande échelle. Alors, c'est possible même sur des satellites qui sont beaucoup plus utilisés, mais c'est moins facile parce qu'il faut pouvoir écraser un signal d'un géant de la diffusion qui lui a d'autres équipements, sans doute qu'une petite équipe. Mais ça s'est déjà produit en 1986. Il y a un groupe qui s'appelle Captain Midnight qui avait diffusé du contenu à partir du satellite Galaxy One pendant une émission d'HBO, et donc on sait que depuis 1986, les choses n'ont pas tellement évolué au niveau de la sécurité des satellites, en tout cas dans ces satellites de diffusion vidéo. Et en dehors des pirates indépendants, mais des failles de sécurité comme celle-là, ça pourrait permettre à des États de détourner des équipements d'autres pays pour faire de la propagande, pour lancer sans avoir à lancer eux-mêmes des satellites, et simplement en utilisant d'autres équipements qu'ils ont déjà au sol. Donc voilà, c'était une petite news que je trouvais intéressante sur la réutilisation d'appareils qui finalement sont toujours bien présents, fonctionnent toujours même s'ils sont plus utilisés, et ça montre aussi des risques ou pas, mais d'utilisation de failles de sécurité dans ces appareils-là. J'imagine que quand on met un satellite sur orbite, on calcule sa durée de vie au meilleur ratio, et donc forcément il y a du rabio. Ça doit pouvoir continuer à fonctionner. On a vu comme ça des appareils dans l'espace qui ont fonctionné des années et des années après leur durée de vie supposée. Donc voilà. Après, la fiabilité du truc, c'est pas là qu'on va faire un truc commercial ou de sécurité, ou enfin voilà, c'est pour s'amuser là pour le coup. Enfin pour s'amuser, pour tester des choses en tout cas. Ouais, un très bon exemple de ce que tu viens de dire, c'est l'espèce d'hélicoptère qui a été envoyé sur Mars, qui était censé faire que 3 vols. Drone, finalement, 3 ou 4 vols, je sais plus. Au final, c'était 3 ou 5, je sais plus exactement, mais au final, il en est déjà à quelques dizaines de vols et il continue à fonctionner. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, par contre. Oui, il y a des choses comme ça et puis voilà, et puis un jour c'est fini, ça tombe en panne, l'obsolescence programmée. Voilà, mais c'est quand même aussi, enfin, se dire que on pourrait comme ça quelque part pirater un diffuseur, voilà, une chaîne de télévision ou voilà, tu vois, pendant un reportage par exemple, interférer sur le signal qui est envoyé aussi. C'est techniquement faisable du coup. C'est techniquement, du coup, on voit que c'est techniquement faisable, que ça peut être hacké comme n'importe quoi en fait. Hein. Ok. En tout cas pour la diffusion satellite. Ouais. Si Thierry a un commentaire à faire, il est le bienvenu, ou pas. Non, je vais faire très court. Heureusement que l'hélico, il est sur la Lune avant la hausse des prix des carburants. Surtout que c'est Mars, donc c'est encore plus... Oui, enfin, la Lune, Mars... Oui, c'est pareil. Loin. C'est pareil. J'ai essayé d'atteindre le niveau de Sébastien. Bien sûr, oui. Mais ça, c'est reposé dans le ciel. Voilà. Bon, ok, passons à autre chose. Thierry, H comme harcèlement, les AirTags ne sont
manifestement pas à la hauteur de ce qui était attendu. On a déjà parlé ici des problèmes de sécurité, les vols, etc., qui pouvaient être liés, par exemple le carjacking, lié par exemple à l'usage des AirTags à de mauvais escients. Il y a eu une analyse de 150 rapports de police qui ont démontré des problèmes. La conclusion, c'est quoi ? Alors la conclusion, elle est très rapide. 150 rapports de police, eh bien, il n'y a que 50 cas où effectivement les promesses d'Apple, les promesses de son produit AirTag étaient au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a eu 50 fois où effectivement, dans les cas de l'insertion à l'insu de ces personnes, principalement malheureusement des femmes, eh bien le petit device à la pomme s'est mis à sonner, s'est mis à signaler sur votre appareil que vous êtes proche d'un appareil qui est pas le vôtre et donc du coup il y a de fortes chances qu'il est en train de vous suivre ou en tout cas qu'il sert à vous suivre. Donc c'est un mauvais point pour Apple. Je sais pas s'ils s'en fichent un petit peu parce qu'en fait, dans le même laps de temps, je constate, en tout cas ici en Suisse, des offres très très bon marché. Enfin, on peut acheter des packages. Alors, je sais pas en euros, c'est pratiquement la parité. On trouve des AirTags à 35 francs suisses et on arrive très facilement à les trouver, par exemple, pour 100 balles, pour 4 unités. Donc, est-ce que c'est un produit qui marche pas? Est-ce que ça coûte trop cher à Apple de le perfectionner? Est-ce qu'ils s'en fichent? Voilà, on parlait dans un autre épisode de la problématique de changer des choses sur des appareils Apple, mais comme tu le disais très bien, Marc, c'est la politique d'Apple de pas vous aider ou de pas vous faciliter les choses que de les réparer, de changer des pièces, des choses comme ça. En l'occurrence, on parlait là du nouveau Mac Studio et ses disques durs. Je sais pas quoi penser. Moi, je suis fan de ce produit. J'en ai acheté qu'un seul. Voilà. Je vais être très franc. Je l'utilise pour un véhicule. Pas besoin de vous dire lequel. Et je trouve ça très très sympa. Maintenant, je suis effaré, je suis épaté de voir le nombre de gens qui vous les vendent piratés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à les démonter, à ôter certaines limites, comme par exemple virer le petit haut-parleur pour que ça bipe pas et vous puissiez vous en servir à des fins malheureuses et bien évidemment illégales. Voilà. D'autre part, je tiens quand même, là c'est parce qu'il y a une pomme dessus qu'on en parle, parce que des tags comme ça qui fonctionnent, des applications avec des applications tierces, qui fonctionnent même sur Android, il y en a, et c'est pas neuf, et là personne n'en parle évidemment, parce que c'est... Le gros concurrent, je crois que c'est Tile. Ouais, un truc comme ça, c'est Tile. Alors, aussi. Oui, j'ai même trouvé des produits. Non, alors je sais que toi tu aimes pas trop Marc, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien tester des produits qui viennent d'un grand fournisseur chinois dont on ne citera pas le nom parce qu'on n'est pas payé par eux. Et j'ai trouvé des tags effectivement pour moins de 2 € la pièce, qui marchent assez bien, mais qui sont super frustrants puisqu'en fait la force des AirTags, c'est que vous passez avec un iPhone, vous n'êtes pas du tout connecté avec ce compte, vous devenez un relais. L'écosystème Apple, des iPads, des iPhones, est tel que le maillage des infos pour, par exemple, signaler la présence de votre objet qui aurait été perdu, elle est quand même assez efficace là où ces trucs-là. Moi, j'avais suivi une start-up suisse. C'est assez drôle, c'était une boîte suisse qui avait développé une carte de crédit très fine, qui était pas plus grande qu'une vraie carte de crédit, où il y avait tout l'électronique fabriquée en Suisse avec du Bluetooth. C'était vendu pour pas perdre vos bagages et on pouvait le pairer avec le téléphone. Et fait amusant, et je vous parle de ça il y a bien 15 ans en arrière, peut-être même un peu plus, eh bien le fondateur que je connais bien de cette start-up, depuis il fait autre chose, eh bien a été approché par Apple à l'époque parce qu'il y avait un intérêt que de le proposer sur le shop en ligne. Et avec les années, on voit que tout ça c'est encore plus miniaturisé. Et puis effectivement, il y a pléthore d'offres. Il y a de tout au niveau efficacité. Là où ils sont forts, c'est de faire que vous devenez un relais si vous passez avec votre ordinateur. C'est l'écosystème, voilà, de manière générale, c'est ça la force du bidule. Et alors, par définition aussi, s'ils en vendent pas beaucoup, c'est parce qu'on ne les perd pas, du coup. Pas con, j'y avais pas pensé. Achetez-les pour les perdre. Ah, j'ai perdu mon AirTag. Je me frappe le front. C'est pas con. C'est aussi, c'est un peu ça le truc. Enfin voilà, c'est à toute. Enfin,
les meilleures technologies seront toujours détournées, hein, d'une manière ou d'une autre, à mauvais escient. Mais ici, c'est quand même redondant, c'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Ouais. Bon, c'était un peu prévisible aussi. Je me rappelle qu'on l'avait fait dans une précédente vie, dans un autre podcast, il y a presque 9-10 ans de ça. On avait parlé d'un système un peu similaire, mais pas avec les mêmes normes technologiques, entre guillemets. Et c'était pour les animaux, je pense. C'était pour retrouver son chat ou son chien. J'en ai vu et directement, il y avait j'avais quelqu'un en studio, un invité en studio qui s'est exprimé en disant ça dans les conflits familiaux ça peut poser des problèmes. Effectivement, donc voilà, c'est affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là. Pourquoi pas. On en est déjà à la lettre O comme Open Mower ou Mover. Les Français diront Mover, Xavier. C'est un robot tondeuse. En anglais, c'est plutôt Mower. Ouais. Oui, c'est ça, mais bon, on a une audience particulièrement française qui dira Mover. J'en suis certain. C'est un robot tondeuse façon do-it-yourself, en français, toujours évidemment. C'est un chouette projet que Seb a déniché, donc le Seb avec une barbe cette fois-ci, on l'avait. Ouais. Et si vous êtes à la recherche d'une tondeuse à gazon qui est robotisée, donc ce que moi j'appelle une tortue, mais donc c'est cet appareil qui, comme les aspirateurs maintenant robot, va parcourir votre jardin pour tondre la pelouse et pour que vous ayez une tonte parfaite de votre pelouse sans bouger de votre fauteuil. En fait, il y a un gars qui s'appelle Clement Selflane qui a essayé qui s'est lancé dans un projet do it yourself. Alors je pense qu'il y a déjà un prototype qui est déjà bien fonctionnel, mais ça reste encore à l'état de projet parce qu'il y a encore des améliorations à mon avis à faire. Et donc aujourd'hui, il est parti du constat que quand on a un modèle qui est jusqu'à milieu de gamme, voire même certains haut de gamme, en fait, ces appareils se contentent pour le moment d'une intelligence vraiment basique, contrairement aux aspirateurs robots qui sont déjà un petit peu plus évolués. Et la différence, ça se tient tout simplement du fait que dans un environnement d'une maison, les lidars ont beaucoup plus d'obstacles et donc peuvent plus facilement se repérer que dans un grand espace comme un jardin où il y a beaucoup moins d'obstacles. Donc le principe, c'est que aujourd'hui, ce robot va tout droit jusqu'à ce qu'il rencontre un câble qui a été enfoui dans le sol, et à ce moment-là, il recule un petit peu et tourne pendant un certain temps au hasard et il continue. Quand sa batterie est faible, il se met près du fil et il suit le fil dans un sens ou dans un autre jusqu'à ce qu'il retourne à sa base. Alors ça, c'est vrai pour la plupart des modèles. Il y a des modèles qui sont plus évolués et beaucoup plus chers, évidemment. Alors l'autre inconvénient, c'est que si le jardin est divisé en plusieurs zones, le robot tondeuse ne peut pas toujours se déplacer entre ces zones-là. Et si la pelouse est trop grande, il faudra beaucoup de temps au robot pour atteindre chaque partie au hasard de la pelouse. Donc c'est pas un parcours optimisé du schéma. Et la tonte aussi est moins esthétique puisque c'est une tonte un petit peu aléatoire, alors que c'est plus joli si vous voulez un terrain de golf, c'est plus joli si toutes les lignes sont dans le même sens. Et donc les exigences dans son projet, c'était que le robot tondeur puisse tondre de manière autonome, qu'il ait une bonne sécurité, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever, etc., le soulever pour avoir un bouton d'arrêt d'urgence, etc., qu'il n'y ait pas de câble périphérique, donc qu'il n'y ait pas besoin d'enfoncer un câble dans le jardin. Ça doit être open source, ça doit avoir peu d'entretien, il doit être joli et il doit pouvoir éviter des obstacles et être résistant à la pluie. Alors pour ça, il a équipé un appareil. Il est parti d'un robot existant parce qu'il a constaté en fait que pour 350 €, il y a un robot tondeuse qui s'appelle le Yadforce Classic 500 qui permet d'avoir des pièces qui sont difficiles à construire soi-même, qui a déjà un caisson qui est esthétique, ça permet de gagner du temps en gros et de l'argent par rapport à un projet qu'on ferait entièrement soi-même. Alors, il équipe ça d'un Raspberry Pi 4 qui est largement utilisé, qui a une puissance de calcul suffisante, une carte GPS Arduino Simple RTK qui a déjà un niveau de précision assez élevé, il y a 3 contrôleurs pour des moteurs, un petit Raspberry Pico, et quand on le voit présenter sa vidéo, en fait, ce qui est marrant, c'est que le principe, c'est qu'ici, il va brancher une manette de jeu vidéo à son robot tondeuse, et il va faire le tour du jardin, donc pour délimiter le jardin, mais aussi pour délimiter les obstacles. Et également,
éventuellement, s'il y a des jardins qui sont à proximité mais séparés, ce robot va pouvoir l'apprendre grâce à un code qu'il a mis. Ensuite, une fois qu'il lance le robot et qu'il a appris le contour et les obstacles, le robot fait simplement un contour du jardin, il commence par tondre le contour, et puis il fait vraiment comme la plupart des robots aspirateurs un peu avancés maintenant font, c'est-à-dire qu'il fait un espèce de pas de quadrillage, mais vraiment des lignes parallèles pour parcourir l'ensemble, et donc c'est vraiment optimisé. Et le gros avantage, moi je sais, j'ai un ami qui a un très grand jardin, il a pensé à mettre ça, mais déjà rien que les câbles qu'il doit enterrer, parce que ce sont des câbles avec, si je me trompe pas, un aspect, je sais pas si c'est magnétique ou si c'est ou si c'est un courant avec un champ magnétique qui est diffusé par ce câble, mais ça a un coût qui est assez important. Ici, déjà rien que le fait de pas devoir mettre un câble est déjà intéressant en soi. Voilà, donc un chouette projet à suivre si vous êtes intéressé. Oui. Au final, je pense que ça revient plus ou moins à 500, 600 euros. Donc en gros, on est moins cher qu'un produit milieu de gamme, mais avec une technologie qui est vraiment aboutie. J'ai peut-être eu un moment d'absence, et excuse-moi Xavier si c'est le cas. Est-ce que tu nous as dit comment se procurer le boîtier? Parce que si c'est pour démonter une machine existante pour se servir de la boîte, en gros, donc, c'est un peu bas. Le principe, c'est de prendre un châssis entre guillemets existant et il va équiper l'appareil d'un Raspberry Pi 4, d'une carte GPS Arduino Simple, et donc de petits contrôleurs et d'un Raspberry Pico. C'est dans des pièces détachées à ce moment-là qu'on récupère un boîtier. Enfin, le boîtier, donc, on le trouve. On enlève, si tu veux, la partie électronique de ce robot qui est existant et on vient lui intégrer un ensemble de cartes qui sont. Donc il faut acheter un robot pour en faire un autre en fait. C'est ça l'idée. Oui, alors ça c'est simplement parce qu'il a dit que c'était la solution la moins chère finalement et la plus rapide. D'accord. Tu voudrais te procurer les mêmes composants et les faire toi-même, ça te coûterait plus cher. Oui, c'est ça. Et puis les imprimer par exemple en 3D ou des choses comme ça. Et donc l'idée c'est d'upgrader un robot existant ici. Sans compter qu'il y a le moteur, il y a la lame, il y a toutes sortes de, il y a les roues. Enfin, c'est un véhicule, hein. Voilà. Donc c'est quand même un peu complexe de ce côté-là. Chouette projet, effectivement. Voilà. Pimp My tondeuse. Oui, c'est ça. Et on vous met, on vous met évidemment toujours les liens vers vidéos, vers articles, vers le GitHub aussi, si vous avez envie de vous lancer. Tous les liens sont évidemment en description de ce podcast, de cet épisode de podcast. C'est sur notre site lestechno.be. Je ne sais plus comment on ferme une fenêtre. Je pense qu'un appareil similaire qui serait intelligent comme ça, ça doit être aux alentours de 1500, 2000, voire 3000 euros, hein, normalement. Il y a des machines même très je pense qu'il y a réellement un intérêt à le faire en do it yourself, quoi. Ouais. Et tu as raison, le câble qu'on enterre, alors déjà en plus de ça, c'est fonction de la superficie de ton jardin, donc c'est quand même un long câble, hein, d'une part. Et je pense que c'est un câble coaxial ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un truc machin. Donc voilà, ce sont des contraintes aussi. Bon, ici, il faut apprendre à la petite bête. Il faut se promener avec au départ. Hein, il faut visiter le jardin, quoi. Hein, là, tu vas pas parce que là, c'est l'endroit où Madame prend son bain de soleil. Là, tu vas pas parce que c'est la piscine. Tu ne sais pas nager. Là, oui, ou bien parce que tu laisses une zone verte pour que les petites abeilles puissent butiner. Par exemple, mais non, mais c'est pas tout à fait crétin. Hein. T'as un massif ou un truc du genre, ne va pas manger les jonquilles de maman, par exemple. Voilà. Chouette projet. Open Mower avec un W. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et merci à Seb pour cette trouvaille. Je vous avais dit que Thierry nous emmenait dans des endroits inhabituels, souvent. Hein. Par exemple, là, à l'opéra. Comme opéra. C'est pas un peu facile. Un peu de culture. Opéra, maintenant, va nous permettre de surfer via un VPN intégré. Avantages, désavantages. À quoi ça sert, quoi qu'il. Et combien ça coûte. Oui. Quand j'ai vu cette news, je me suis dit que ça serait une petite news sympa à partager avec le fait que, merci Marc, à cause ou grâce à toi, je ne surfe sur Internet que à travers Brave, que j'ai synchronisé sur tous mes appareils. Alors, je fais une petite parenthèse en forme de coup de gueule. Brave ne permet toujours pas de personnaliser l'icône des différents profils, parce que c'est aussi ça l'avantage. Hein. On avait ça sur Google Chrome, on pouvait synchroniser les browsers d'un ordinateur portable à un fixe, etc.
il y a plein d'avantages, ça synchronise vos signets, vos mots de passe et tout ça. On retrouve ça bien évidemment sur Firefox, Opera le propose aussi, et Opera fait aussi comme Brave propose effectivement de surfer de façon un peu plus sécurisée. C'est une news un peu particulière puisque Opera, un peu à l'image de ce que propose Brave. Alors Brave, c'est pas forcément l'usage d'un VPN, puisque dans Brave, vous pouvez surfer de façon anonyme au travers d'un réseau Tor, donc un réseau en couche, en oignon, comme on le dit dans le milieu. Mais du coup, Opera s'est fendu aussi d'une fonctionnalité qui peut et qui en fait intéresse de plus en plus de gens. J'ai pas mal de gens autour de moi, dans mon entourage, qui sont de plus en plus sensibles à pas laisser de traces sur Internet. Alors ça veut pas dire qu'ils vont sur des sites douteux ou ce genre de choses. Ils en ont marre d'être traqués, ils en ont marre d'être suivis. On sait que les cookies tiers, l'abandon des cookies tiers, laissera place à d'autres choses. Hein. Il faut pas rêver. L'être humain est toujours assez imaginatif pour trouver des alternatives. Et donc Opera proposait de base dans son navigateur sur le mobile un VPN qui était lui gratuit, et il passe dans une version pro payante forcément. On le trouve de plus en plus, ce modèle économique. Si j'avais un outil à vous recommander, et ça c'est mon côté chauvin, c'est Proton VPN. C'est un produit suisse, voilà. Proton Mail, c'est un produit suisse. Voilà, on vous propose comme ça des outils sécurisés avec des serveurs, des infrastructures basées ici en Suisse. Si vous cherchez une alternative à WhatsApp ou Signal ou Telegram, il y a Trema, voilà, qui est payant. C'est une application. Voilà, je vais tous les faire. Je vais faire mon quart d'heure suisse. Pour 4 francs, vous avez un Tramel iPhone d'occasion à vous vendre. Voilà. Une clé Allen, par exemple, et une Alors, bouteille. Je peux pas vendre de voiture parce qu'il n'existe pas de marque suisse, donc j'ai pas de voiture suisse à vous vendre. Non, enfin voilà, c'était juste pour vous dire que on est dans l'ère du temps, de proposer de plus en plus d'outils pour sécuriser à la fois son expérience de surf, à la fois aussi son appareil, puisque dans ces temps difficiles, c'est des notions qui comptent encore de plus en plus. Mais encore une fois, ce que je vois avec mon entourage, c'est une véritable prise de conscience de se dire, ah ouais, quand je surfe, je laisse des traces. Oui, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure. Déjà, laisse tomber Google Chrome, commence par ça. Et pour la petite histoire, si j'avais commencé cette news avec Brave, j'ai pu très facilement passer de Google Chrome à Brave, puisque effectivement derrière, on est sur la version open source, on retrouve l'écosystème des applications, des extensions, on a la synchronisation et comble du truc. On peut gagner de l'argent, puisqu'effectivement, on peut récompenser les sites sur lesquels on surfe, mais on peut aussi recevoir des BAT, des Brave Attention Token, qui comme ça font des petits sous. Alors certes, vous serez pas tout de suite très très riche, mais quand on pense que le premier produit vendu avec des bitcoins s'est fait avec plusieurs bitcoins et c'était pour une pizza, ça fait cher maintenant la pizza. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut peut-être se passer avec les BAT. Voilà. Opera, gratuit, version pro, c'était la news. Oui, et tu as parlé à peu près à 70% du temps de Brave, ce qui est bien aussi. Oui, mais j'adore ce produit. Je suis super fâché pour les icônes qu'on peut toujours pas personnaliser. Oui. Je comprends pas. Alors n'hésitez pas. Moi j'aime beaucoup Proton. Sur le site lestechno.be, il y a le lien pour télécharger et c'est un lien d'affiliation. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien, ça vous coûte rien en plus. Ça nous rapporte nous quelques bahts comme tu disais. Si vous utilisez la version qu'on vous propose via le lien qui se trouve sur lestechno.be. Et c'est vrai que voilà, tu touches quelques 0, quelques toutes petites parties de bahts quand tu surfes, etc. Le temps que tu surfes et le temps que tu gagnes à ne pas avoir de publicité pour lequel tu es rémunéré. Ceci étant dit, c'est pas la carte de la transparence. Ceci étant dit, Thierry, c'est vraiment pas le sujet et tu sais que je n'aime pas qu'on aborde des sujets s'ils sont pas un minimum préparés parce qu'on pourrait aussi décrier Brave pour d'autres raisons et je pense que certains de nos auditeurs n'hésitent
n'hésiteront pas d'ailleurs à laisser en commentaire en disant « Oh là là, bref, surtout pas parce que machin, etc. » Je n'en doute pas un seul instant, mais comme on n'a pas travaillé le sujet, on va pas en parler. Voilà, tout simplement. Non, puisque le sujet, c'était Opera. Et on fait ce qu'on veut. Voilà. Et on fait un peu ce qu'on veut, mais voilà. Et le sujet, c'était Opera. Parce qu'on pourrait aussi parler de l'intelligence, enfin de l'intelligence, non, c'est pas le bon mot, mais de la pertinence plutôt d'utiliser un VPN. Il faut pas se leurrer. Si les gens utilisent un VPN, c'est pour aller regarder des vidéos qu'ils ne peuvent pas voir normalement parce qu'elles sont géobloquées la plupart du temps. C'est ça l'idée. Hein. C'est franchement vendu comme ça, hein, d'ailleurs, bien sûr, pour la plupart des acteurs VPN. Ouais. C'est parce que sur le plan de la sécurité, si demain, excuse-moi Xavier, je vais terminer ma phrase, si demain NordVPN se fait pirater, tu as gros gens comme devant, toutes tes informations sont dans les mains de celui que tu ne voulais pas non plus. Donc qu'on me parle de sécurité quand on parle de VPN aujourd'hui, j'ai un petit doute quand même. Mais bon, voilà, de nouveau... c'est du marketing, Xavier, mon bon monsieur, du marketing. Xavier. Oui, mais je dis, les VPN quand même servent à d'autres choses que ça. Hein. Je dirais, oui. Un très bon exemple déjà, c'est pour pouvoir faire des achats sur des sites éventuellement à l'étranger. Oui, mais c'est ça, c'est l'idée d'aller sur... ne pas être suivi lors des achats. Parce qu'on sait qu'il y a des sites qui vous suivent et qui augmentent leurs tarifs au fur et à mesure que tu te présentes sur leur site, etc. Bien sûr, mais quand ton argument c'est de dire 94 pays couverts, 90 pays couverts, 58 pays couverts, c'est pas l'argument sécurité qui est mis en avant. Tu vois, alors Marc, j'ai un usage super technique à partager avec vous. Moi, le VPN me sert techniquement... Non, je vais vous raconter une à ralentir ma connexion, juste pour le plaisir. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes en train de configurer un NAS et sur lequel vous mettez la protection de 1, 2, 3 fois, vous rentrez le mot de passe qui est faux, et boum, il vous sac votre connexion puisqu'il reconnaît votre adresse IP qui passe en blacklist. Eh ben, tu fais comment quand tu es sur un réseau où tu peux rien changer? Eh ben, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre en passant par un autre pays, tu as une autre adresse IP et peut-être à ce moment-là, tu peux enfin récupérer ton mot de passe parce que tu t'es planté 3 fois ou 2 fois parce que les niveaux de sécurité que tu as mis sur ton NAS sont assez importants. C'est d'ailleurs un truc que je vous conseille de faire, c'est que si vous essayez trop souvent de rentrer un mot de passe, je dis si vous, c'est généralement quelqu'un d'autre, ben vous blacklistez la chose, vous bloquez cette adresse IP pour éviter que ça commence à flouder encore plus derrière. Voilà. Ok, on l'a pas dit, mais Opera Pro, VPN Pro d'Opera entre $1,99, $1,99, donc $2 et $3 par mois. Ça, c'est cher payé pour faire des erreurs de mot de passe. Oui, dit-il. Bon, allez, on passe à la suite. Oui, tout à fait. On est à la lettre P comme Pixel, Xavier. Quand les internautes se livrent bataille à coups de pixels. Tiens, prends un pixel. Non, je veux pas mon pixel, prends ton pixel. Pixel. Alors ça, c'est un petit buzz que j'ai découvert dans la presse actualité, mais que je n'avais pas vu autrement, en fait, parce que je suis pas sur le réseau Reddit. Mais on va tout d'abord rappeler, tu avais évoqué cette page encore il y a quelques temps, Marc, avec de $1 million homepage, qui était un nom donné en 2005 à une page web où il y avait 1 million de pixels et où chaque pixel était à vendre, où on pouvait y mettre ce qu'on voulait si on avait acheté les pixels. Eh bien, il y a un petit peu sous forme d'une blague le 1er avril, donc 17 ans plus tard, le réseau social Reddit qui a fait un groupe dans le groupe Airplace un espèce de petit concours qui était ou de jeu qui permettait à la base aux membres de ce groupe de créer des dessins toutes les 5 minutes. Donc en gros le principe c'est que un internaute peut colorer un pixel pendant 5 minutes. Et donc, le but du jeu, évidemment, pour atteindre un projet artistique et éphémère, c'est de se combiner par communauté pour avoir quelque chose qui, au final, laisse une empreinte reconnaissable, c'est-à-dire un dessin sur une fresque qui, au final, est collective et qui change en permanence. Alors, cette petite blague, elle a pris de l'ampleur et elle a atteint des centaines de milliers d'internautes qui ont commencé à participer, scotchés à leur écran en essayant de parfois même changer
d'habitude au niveau horaire, donc ils ont parfois essayé de se lever plus tard pour pouvoir avoir une chance de poster un peu mieux sur une tranche horaire qui était moins occupée, et donc ça a donné une fresque qui a vraiment été composée de millions de pixels avec des dessins qui sont plus que reconnaissables pour certains, qui a changé tout le temps. Il y a d'ailleurs des timelapses qu'on peut trouver si vous faites une petite recherche sur l'évolution de cette fresque. Alors il y a évidemment aussi eu des choses un petit peu moins jolies. Il y a un candidat que je vais pas citer à la présidentielle qui a essayé de récupérer le buzz en félicitant les internautes pour qui défendent le beau drapeau tricolore, en disant que la bataille qu'il livre pour les élections se fait aussi sur Reddit. Donc c'est passé moyennement auprès de certaines personnes, mais voilà, je trouve que l'idée était plutôt sympa. Et alors il y a eu un classement des communautés, les 30 communautés qui ont été les plus présentes et qui ont été les plus actives. On a en premier lieu la France qui a conquis entre guillemets 185 000 pixels, suivi par l'Allemagne, les États-Unis, les Pays-Bas. Alors la Belgique se trouve en 7e position derrière la communauté LGBT, et la Suisse, est-ce que je peux retrouver la Suisse quelque part? Eh bien, alors pourtant j'ai vu des drapeaux suisses sur la fresque, mais je ne les retrouve pas dans le classement. C'était la Croix-Rouge, ça. C'était le CICR. Ils sont pas dans. Ils se sont trompés dans les couleurs. Oui, c'est ça. Voilà, donc la Suisse est après Star Wars, est bien après Star Wars, donc. Et d'autres petits feux. Alors heureusement il n'y a pas eu apparemment pas eu de pub spécialement, donc de logos de marque ou autres qui ont été diffusés, donc c'est vraiment des communautés plutôt qui se sont réunies pour ça. C'est un chouette petit truc. Tu parlais de la fameuse page de $1 billion homepage. Ouais. Bon, faut rappeler la mécanique du truc. Hein. L'idée c'était de dire voilà, je vais faire une page avec 1 million de pixels, ce qui finalement en HTML n'est pas une énorme page. Hein. Je vais vendre chaque pixel. À l'époque, la résolution. Oui, c'est ça. Et puis oui, mais de toute façon, l'idée c'était de vendre chaque pixel $1 et le pari était réussi puisque effectivement les gens ont acheté tous les pixels en bout de course. C'était comment s'appelle-t-il, Alex Tew qui avait créé cette page, et cette page, parce que la promesse elle était là aussi, c'est que cette page reste disponible sur internet, sur la toile, donc c'est un espace publicitaire qu'il a offert, parce que c'est ça l'argument, c'est de dire venez faire votre publicité, écrire ou mettre votre logo sur la page, ça restera là, ça vous coûtera en fonction de la taille de votre logo 20, 30, 40, $50 et voilà, et il s'est mis 1 million dans la poche avec cette horreur. Ah oui, je me rappelais plus. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà, et tout. Et je pense que si je cherche sans NFT. Je vais sans NFT. Si je cherche bien, à mon avis, je vais retrouver des pixels que certains amis à moi avaient acheté à l'époque juste pour déconner. Mais il faut vraiment bien chercher. C'est sold out, hein, c'est complet. Ça, on vous l'a dit. C'est complet depuis un bout de temps, depuis quelques années d'ailleurs. Xavier. Voulais rajouter un truc. Si tu retrouves le pixel de ton pote parmi ceux-là, oui. Bonne chance. Mais aujourd'hui, on peut zoomer dans l'image sans se faire trop mal, quoi. Donc, bon. Tout ça ne nous rajeunit pas. Ça date quand même d'il y a combien de temps, à votre avis? C'était en 2005, 17 ans. Oui, 17 ans. 17 moi, j'allais dire 17 ans. Ouais, 15 voilà. Donc les gens qui ont moins de 17 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Ils sont pétés de thunes grâce au NFT. Voilà, ils sont pétés de thunes grâce au NFT. Mais t'imagines, à l'époque, en 2005, se faire un million sur une idée comme ça, c'est magique, quoi. C'est 1 million de l'époque. Les frais d'hébergement sont largement couverts. Oui, c'est ça. Oui, après, maintenant, il va payer toute sa vie des frais d'hébergement. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais en même temps, c'est facile à déménager. Hein. S'il veut, il peut même l'héberger sur un Raspberry Pi. Mais voilà. Allez, on passe à autre chose.
C'est l'instant suisse. S comme Swatch. Oui. Quand tu revends une montre, je fais bien l'accent suisse. Hein. Je sais pas quel accent c'est, parce que quand on dit l'accent belge, c'est forcément l'accent bruxellois. Quand je parle comme ça, c'est quoi? C'est l'accent vaudois ou c'est autre chose? Ça, c'est localisé? Alors, tu pourrais dire que c'est l'accent suisse romand, parce qu'en fait, en Suisse romande, il y a plusieurs accents, et je te parle pas de nos copains suisses allemands où là, c'est oui, c'est encore autre chose. Il y a plusieurs variantes de ce dialecte suisse-allemand, le Berner-Tutsch, le Zurich-Tutsch, le Basel-Tutsch, enfin bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Et donc voilà, quand on prend un accent, il faut savoir que c'est pas un accent suisse, c'est un parmi tous les accents suisses, et c'est sans doute celui le plus facile à faire, en fait, hein, il faut être très clair. Allez faire un tour sur YouTube pour chercher l'accent valaisan, c'est un des plus charmants. C'est vrai? C'est un des cantons, celui que je préfère. Oui, c'est un peu le Far West de la Suisse avec le Jura, voilà, on a une sympathie comme ça avec des pays un peu compliqués comme la Corse ou le Québec, mais pour d'autres raisons, attention. Je salue d'ailleurs ma tante qui est à Saint-Luc 6 mois par an et qui a pris un petit peu l'accent suisse. Ah ben voilà. Oui, c'est pensé. Donc, des indépendantistes. Vive la Suisse libre. Exact. C'était dans un film. Si vous retrouvez le nom du film, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Oui. Swatch, on parle de Swatch quand tu revends une montre 40 fois son prix. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Je vais vous poser une petite colle pour je vais vous poser une petite colle. Savez-vous pourquoi toutes les montres sont présentées avec 10h10 sur leur cadran? Alors, je vous laisse réfléchir, vous pouvez donner la réponse plus tard. Parce que c'est juste au moins 2 fois par jour. Non, si je me trompe pas, c'est parce que ça cache pas. En général, ça cache pas la date et les complications. Voilà, c'est ça. Attention, les complications, ce sont les petits chronomètres, les petits trucs à aiguilles qui sont autour. Oui. Tout ce qui se cache aussi derrière, voilà. Et puis c'est aussi plus heureux, c'est comme 2 bras ouverts. Et puis on raconte historiquement que c'est à 10h10 qu'à Londres, on a fixé le méridien de Greenwich, et donc du coup on a gardé 10h10. Bon, ça c'est un petit peu plus discutable, mais c'est pas le propos de ma chronique, ça c'était juste pour vous faire l'intéressant. En société, vous aurez maintenant un truc en plus intelligent à partager autour de vous. Non, alors Swatch et Omega se sont alliés pour sortir la Speedmaster Moonwatch. Alors il y a plusieurs modèles. Il faut savoir que cette montre, elle existe déjà chez Omega. Elle existe depuis des dizaines d'années. Je vais vous faire un petit historique. C'est dans les années 60, 62, 65 que effectivement on commence à imaginer utiliser cette montre chez nos copains de la NASA, puisqu'effectivement le premier à se balader avec cette montre en 62, je reprends mes notes, c'est Wally Schirra qui effectivement pour une mission Mercury utilisé cette montre, et Armstrong comme Buzz Aldrin avaient aussi leur montre, sauf qu'il y en a un des deux qui a dû la laisser à bord parce qu'il y avait eu des pannes à bord du LEM, parce que oui messieurs, une montre à cette époque, c'était un véritable outil, un chronomètre avec un boîtier qu'on vendait comme étant 3 fois plus, étanche. Alors les mauvaises langues dans les milieux horlogers disent qu'en fait, elle n'était pas si étanche que ça, et c'était tant mieux parce qu'avec la pression ou l'absence d'atmosphère, eh bien, c'était mieux que la montre puisse entre guillemets respirer et pas exploser. Ouais. Et ça a vraiment été un outil. C'est fou maintenant de savoir qu'on utilise un smartphone pour regarder l'or. Ça, c'est une autre chose. Mais le choix d'une montre suisse pour aller sur la Lune, c'était un vrai enjeu, c'était vraiment quelque chose d'important. Ça a permis effectivement, avec les pannes qu'il y a eu dans le LEM, de pouvoir pallier à ça avec des calculs de trigonométrie, de cartographie, de mathématiques. Ça a permis aux astronautes de poser, d'allunir effectivement leur engin spatial. Et donc, du coup, Omega, comme Swatch, avait envie de faire un joli coup. Alors, pour la petite histoire, ces deux marques, c'est pas très difficile à les mettre ensemble, puisqu'elles font partie du Swatch Group. Ça fait partie du même groupe horloger. Voilà, donc ça, c'est juste pour un petit peu démystifier le truc. Il faut savoir qu'ils ont sorti, je crois, 17 modèles de la Moonwatch, Speedmaster Moonwatch, Mission to Mars, ou Mission to Moon, par exemple, où il y a une ribambelle de modèles. Elles sont assez bien réussies, mais ça reste une Swatch qui a des allures d'Omega et qui est vendue
roulement de tambour, 250 balles. Voilà. C'est ça qui a poussé, même ici en Suisse, des tonnes de gens à l'acheter. D'ailleurs, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que les boutiques Swatch ont dû limiter à un achat par personne ces fameuses montres, parce qu'en fait, elles se retrouvaient sur les sites. Voilà, exactement. Elle se retrouvait sur les sites d'enchères. Nous, on a notre eBay à nous, il s'appelle Ricardo. J'ai pu voir, et effectivement, je suis allé voir sur le site, qu'on pouvait la trouver 40 fois plus chère, donc plusieurs milliers de francs. Donc, on rappelle, sont ni numérotées, ni en série exclusive, donc c'est complètement con. Mais il y a des gens qui l'ont vendu, et il y a des gens qui l'ont acheté parce qu'ils voulaient pas attendre. Et oui, le pire... Là, pour le coup, c'est ceux qui l'ont acheté qui sont... enfin, excuse-moi. Oui, voilà. Oui, non, on est clair, on est d'accord. Voilà. Mais le pire, c'est qu'on est allé dans des sommes qui allaient au-delà du prix de la vraie Omega Speedmaster, qui est autour des... Dans les meilleurs prix, on peut la trouver autour des 6 000 francs suisses. Donc, on a vu des Swatch à plus de 10 000 balles sur des ventes de sites de vente enchères. Voilà, ça c'est juste pour la petite anecdote. Mais je trouvais intéressant de revenir sur une montre qui, dans les années 60, était un véritable outil, puisqu'on n'avait pas de micro-ordinateur, on n'avait pas d'assistant, on n'avait pas de smartphone. Donc, on utilisait ces outils. Une petite particularité, si vous regardez les images, si vous allez voir la vidéo de ce podcast, vous verrez que le cadran de la véritable Speedmaster professionnelle, elle a les lignes de secondes et d'interstice entre les secondes très très bien détaillées. L'aiguille est pointue comme une flèche et c'est véritablement un super chronomètre. En tout cas à l'époque il était très précis, il était utilisé pour plein d'autres choses, et la bague à l'extérieur vient aussi compléter ces indications pour l'utiliser comme tachymètre. Voilà. C'est il y a des gens qui sont frappadingues de montres. Je pense que d'ailleurs parmi nos auditeurs, il y en a un qui a une chaîne YouTube. Si je dis pas de bêtises, j'ai oublié son nom, j'en suis désolé. Qui a une chaîne YouTube où il présente des montres. Parce que il y a des vrais frappadingues de ça, des collectionneurs qui sont prêts à mettre des 1000 et des plus pour des montres qui sont vraiment des objets de collection. Ici, on n'est pas devant un objet de collection, malheureusement. Pas encore. Non, c'est ça qui est fou. Mais c'est un objet culte. Oui, Xavier. Ça va plus loin parce qu'en fait la marque a même annoncé que la montre serait disponible en ligne et comme l'a dit Thierry, pas de manière limitée. Donc en fait, cet achat, c'est vraiment une tendance du moment, mais il y a aucune raison, à part de pouvoir dire qu'on est parmi les premiers à l'avoir, de payer ce prix-là, puisqu'on pourra, n'importe qui pourra l'acheter à 250 € dans quelques temps. C'est la même démarche un peu épidermique des collectionneurs. C'est comme on parlait d'Apple en début de podcast, de gens qui vont faire le pied de grue devant un Apple Store pour avoir un smartphone que tout le monde va pouvoir acheter en ligne dans les heures qui suivent. C'est pour être le premier à l'avoir, pour être sûr d'en avoir une, et pouvoir appartenir aussi à un groupe, parce que c'est une espèce d'appartenance aussi. Moi j'en ai une. Et puis il y a ceux qui se disent, moi il m'en faut absolument 5 parce que je vais les revendre. Mais c'est ceux-là les plus malins. Quelque part, c'est eux les plus malins, parce que avec ce qu'ils vont gagner, ils peuvent s'en acheter d'autres. Ils peuvent s'acheter une vraie après. Des vrais. Ils peuvent aller chercher la vraie de collection qui date et qui a peut-être été sur celle qui est restée sur la Lune. Tu vois, celle-ci, je pense qu'elle n'est pas autour des 6000. Non, celle-là, elle vaut cher. Enfin, si quelqu'un arrive à la ramener, parce qu'il faut la ramener maintenant. Alors, je sais pas s'il y en a une qui est restée, elle est restée dans le LEM, mais après, peut-être que Neil Armstrong l'a récupéré. J'imagine qu'il a pu quand même repartir avec. On sait pas, on va garder le mystère. Voilà. Vous êtes fan de montres, cette montre vous fait rêver, vous iriez jusqu'à mettre 40 fois le prix, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on sache de qui il s'agit. Et un autre détail aussi que je voudrais savoir, c'est comment s'appelle l'eBay suisse ? Ricardo.ch. Ricardo. Ils font alors attends, je vais te faire rire parce qu'il y a alors Ricardo c'est un site suisse allemand, et puis les prénoms italiens ont une cote, et je connais pas l'histoire du choix, mais Ricardo c'est une institution chez nous, et il a été plein de fois sollicité par eBay qui voulait le racheter, mais que nenni, ça reste une entreprise suisse. Puis en face, on a un site de petites annonces qui continue à bien marcher, même si à Facebook Market, c'est anibis.ch. Voilà, c'est très exotique, tu vois. Ok, on ira chercher tout ça chez Ricardo.
La lettre T comme Twitter, c'est l'info de la semaine, en tout cas l'info économique, on va dire, de la semaine, mais qui touche aussi les réseaux sociaux. Elon Musk qui donc s'intéresse à Twitter, qui s'est toujours beaucoup intéressé. Ça reste son réseau social privilégié, me semble-t-il. Et maintenant, il a des sous dedans, il a des pépettes, et je pense que même il est majoritaire dans le capital ou pas, Xavier, maintenant, il me semble. Alors, je sais pas s'il est majoritaire, mais en tout cas, il a fait une bonne prise de participation dans la plateforme, puisqu'il a investi l'équivalent de 2,9 milliards de dollars dans les actions de l'entreprise, donc presque 10%. Il a 9,2% du capital de Twitter. Voilà. Ouais. Donc, alors, il semblerait qu'Elon se soit lancé dans l'achat des parts de Twitter au milieu du mois de mars, donc ça fait déjà un petit temps. Apparemment, il n'a pas voulu en faire une affaire publique, il l'a fait un petit peu de manière cachée dans son côté, mais il a quand même questionné, sans dire qu'il investissait dans la plateforme, il a questionné ses abonnés sur la capacité de Twitter à respecter la liberté d'expression. Et puis, depuis qu'on sait que il a investi dedans, il a tweeté un autre sondage où il a demandé tiens, est-ce que vous souhaiteriez un bouton edit, donc modifier sur la plateforme. Donc ça a fait beaucoup réagir évidemment, et on a appris depuis quelques heures, donc depuis hier si je me trompe pas, que en plus de ça, le patron de Tesla est maintenant membre du conseil d'administration de Twitter, et Elon Musk a déjà promis qu'il y aurait des améliorations qui seront apportées à la plateforme dans les mois à venir. Donc voilà, peut-être que vous allez finalement quitter TikTok pour revenir sur Twitter, on ne sait jamais. C'est pas le même genre de réseau social, hein. Faut être très clair. Non, c'est pas le même. Qui sait si. Même objectif, mais voilà. Et donc il va faire bouger les choses chez Twitter, hein, ça c'est clair. Et l'action a évidemment pris quelques pourcents aussi suite à cette annonce. Hein. Ça m'étonne qu'à moitié. Mais je pense que s'il l'a fait à ce degré-là, c'est surtout parce qu'il a envie de modifier des trucs dans Twitter qui l'énervent depuis longtemps. C'est bien le genre, hein. Je veux dire, c'est pas juste. C'est un peu comme. Et c'est un réseau social qu'il utilise beaucoup, hein. Donc oui, tout à fait. C'est essentiellement toutes ces annonces passent par là, donc. Bien sûr. C'est un peu comme si tu vois, il fait un peu chaud, tu te manges une glace, tu vois, puis tu te dis, ce goût caramel, je le verrais bien un peu plus sucré. Oh ben, je vais racheter la boîte qui l'a fait. Et puis comme ça, je suis majoritaire, et je vais demander qu'on rajoute un peu de sucre. Voilà. Ouais, alors pour une glace, ça pourrait passer, quoique l'excès de sucre est discutable. Oui, ça nuit en tout. Alors moi, je vais être un peu vieux con, mais avoir la fonctionnalité de correction d'un tweet, je trouve ça pas forcément une bonne idée, parce que à boire et à manger. Ce vieil adage qui dit les écrits restent. Voilà. Moi, j'ai peur que la dérive, elle va être très rapide. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que tu peux changer le sens de ton tweet. Est-ce que les commentaires et les retweets vont suivre ou pas? C'est ça qui est compliqué à gérer. Si vous avez l'habitude de Twitter, vous comprendrez de quoi il s'agit, mais c'est ça où je suis assez d'accord avec toi. Comment est-ce qu'ils vont vérifier que fondamentalement tu ne changes pas le sens du propos tenu? C'est quand même ou alors peut-être permettre une édition, mais dans un délai le plus voilà, c'est ça que j'avais on nous le vend pour corriger les erreurs de frappe, les trucs comme ça. C'est pour éviter le oups. Oui, c'est ça, mais comme certaines applications de mail le proposent, hein, où tu envoies un mail et tu dis « Ouh là là, j'ai fait une grosse faute d'orthographe », t'as le temps de le corriger et ça passe encore, tu vois. C'est pourquoi pas. Là, je pense que là, je peux signer, franchement. Parce que combien de fois on n'a pas poussé sur le bouton et dit « Ah, zut, c'était EZ ». Tu vois, obligé de supprimer et puis oui, tu te fais passer pour un, et alors déjà ça commence à retweeter, oh merde, je vais pas le supprimer, je vais le garder, enfin tu vois, voilà, on en est là quoi. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais n'hésitez pas à nous faire savoir si effectivement c'est une fonctionnalité, auquel cas vous faites pote avec le nouveau taulier, hein, chez Elon, vous en touchez un mot, à mon avis il fera ce qu'il faut sans aucune difficulté. C'est avec cette news qu'on conclut ce 348e épisode déjà des Technos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou en partageant ou encore en mettant des pouces ou des étoiles. Mais les commentaires, c'est bien aussi. En vous abonnant, par exemple. Ça, j'ai appris il n'y a pas tellement longtemps. Il y a énormément de gens qui écoutent les podcasts sur les applications de podcasts. Ils ont l'habitude de trouver facilement. Ils tapent les Technos, par exemple, dans le moteur de recherche, mais ne s'abonnent pas. Bah ça, c'est pas rendre service aux podcasteurs que nous sommes. Parce que
en vous abonnant. Ça nous permet d'être un peu plus visible de la part de ceux qui vont visiter, qui vont simplement chercher un podcast technologique ou de bonne ambiance ou autre, et que voilà, ils pourraient tomber sur nous un peu par hasard ou à la faveur des algorithmes, et c'est pas le cas parce que vous ne vous êtes pas abonné, c'est ballot. Faites-le, s'il vous plaît. Merci. Merci Xavier, merci Thierry. On va se retrouver bien vite pour le bonus évidemment qui s'en vient, qui est peut-être même déjà là. N'hésitez pas à aller le consommer et à le partager lui aussi dans les heures, les minutes, les jours qui viennent, c'est comme vous voulez. À très bientôt, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et prenez soin des autres.